verre, il faut toujours vidanger, ou ça ne pardonne pas. Je crois que j'ai jeté un froid. Ah, ah, ah. On va parler évidemment du temps film où Georges Clooney a fait pas mal de surjeux, où la plupart des phrases, dialogues, dont celles que je vous ai citées en début de cette vidéo, sont ultra clichés, ringards, beaufs, des plans sur des bas de tétons, mais encore, voilà, je trouve qu'on en a fait beaucoup sur ces plans qui durent 2 secondes. Voilà, en somme, aujourd'hui c'est donc ma vidéo à vie, revisionnage de Batman and Robin, sorti en 97, avec George Clooney cette fois, qui succède donc à Michael Keaton, ou encore à un Val Kilmer précédemment, dans Batman Forever, dans lequel apparaissait Jim Carrey, notamment Riddler, je le rappelle. Vidéo disponible sur la chaîne, de 11 minutes, de passion. Et donc, finalement, oui, ça n'est pas, je pense, la tant dite purge sur la toile, mais bon, c'est toujours facile de gueuler en recitant ce que tout le monde dit en fait à propos de films, de séries, même de la part de certains gros youtubeurs. Donc voilà, je trouve ça plutôt décevant que vraiment reprendre le temps de regarder le film, la dite fiction. Donc oui, voilà, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir qui sont connues et d'autres où je trouve qu'on a été un peu dur. Voilà, qui certes un film de 2 heures, une intrigue un peu longue, mais on va en reparler. Générique, une nouvelle fois, toujours fait par Kevin L, que vous pouvez toujours retrouver tous les dimanches sur la chaîne du comptoir d'ici. Et ben, on se retrouve pour en débriefer. Donc forcément, vidéo avec spoilers. Donc si vous n'avez toujours pas vu, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chaînes en ont parlé. Mais voilà, une nouvelle fois, c'est à vous de faire votre propre avis. Ce n'est pas, donc vous l'avez saisi, pour moi, la purge de l'univers Batman, la purge de l'adaptation de ce lore-là du Batverse. Mais oui, ça n'est pas folklorique. Ça aurait pu être mieux, voilà. On aurait pu avoir quelque chose de plus sérieux, mais bon, les studios, tout ça, voilà. Ce qui a été fait a été fait. Hein. Donc, avant de passer à la trilogie de Nolan, on parle de Batman and Robin. À tout de suite. Après, c'était un trop long, les Berserkers. Si tu n'es pas encore, n'oubliez pas de t'abonner sur ses réseaux sociaux et sur ses chaînes YouTube, d'activer la cloche pour ne rien rater de ce qui me touche, moi, en comics, films et séries. Donc voilà, double dose aujourd'hui de passion, puisque ben, film et comics. Alors, dans ce dernier volet de l'ère Burton, malgré lui, où on retrouve du coup là un esthétisme plus marqué, on voit en tout cas davantage de décors de la ville, ce qu'on n'avait quasiment pas dans le précédent. Là, oui, on en a quelques plans, justement, avec les véhicules de Batman ou encore de j'allais dire, Schwarzenegger, mais oui, en tout cas de la version campée par Schwarzy, donc de Mr. Freeze. Et ouais, donc ce serait un petit peu décousu, hein. Je vais essayer de vous faire par rapport à l'intrigue du film. Je vous avoue déjà, comme j'ai mis sur Twitter, j'ai vu une grosse partie. Il me restait quoi, 20 ou 15 minutes à regarder, mais j'ai coupé parce que, bon, pour ce que c'est un petit peu longuet, voilà, je vais pas vous le cacher. Donc on démarre, voilà, sur les fameux. En tout cas, on retrouve dans les plans d'introduction donc de Batman et Robin qui s'équipent les bas de tétons. Voilà, comme je l'ai dit, ça dure 2 secondes. C'est comme ceux qui gueulent sur le deuxième Star Wars de la prélogie, hein, donc l'attaque des clones, pour la roulette dans l'herbe d'Anakin et de Padmé. Les gars, si ce plan-là, des bas de tétons, ça durait 2 secondes, là, la roulade, elle dure même pas 2 minutes. Donc voilà, cracher sur des films juste pour ce genre de séquence, je trouve que c'est un peu facile. Alors, comme je l'ai dit précédemment, les dialogues, ça c'est tout au long du film. Le trois quarts d'entre eux sont, si vous avez lu pas mal de choses, vu énormément de films, de séries depuis votre tendre enfance, je l'espère pour vous, eh bien, je pense que la plupart d'entre eux, donc de dialogues, sont très prévisibles, voire du coup un petit peu clichés, dépassés aujourd'hui. Des punchlines, donc comme je vous ai cité au début, et c'est vrai que quand on voit l'image de Freeze qu'on a aujourd'hui par rapport à diverses adaptations, et notamment celle des années 90 aussi, hein, qui s'est faite dans ces années-là, par la série d'animation de Bruce Timm et de Paul Dini, c'est clair qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de tout autant sérieux. Parce qu'il faut bien se le dire, avant Freeze, c'était que de la rigolade aussi, hein, voilà. C'était pas très pris au sérieux de ce que j'en ai compris et du peu que j'en ai lu autour de ce personnage avant les années 2000.
Là, on est resté vraiment aussi bien pour Freeze que dans l'adaptation du Badverse, dans quelque chose d'assez, je vais dire, on est entre la période du Comics Code Authority, hein, donc où il y avait une censure sur les adaptations de comics. Donc là, on pourrait voir une sorte de roue libre comme dans les adaptations avec Adam West. Mais en même temps, on a un petit peu de sérieux qui s'immisce, comme dans les trois premiers de l'ère Burton. Donc, où on apprend du coup vers la fin de ce film que Alfred est malade. Enfin, on le comprend déjà petit à petit, hein. Je trouve que là, au niveau de l'intrigue, c'est bien parsemé à ce niveau-là. On a quand même dans les interactions, bien que ça me fait toujours bizarre de voir tout premier Robin avoir une petite face rebelle. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas, je peux me laisser prêter au jeu vu que c'est le premier Robin, qu'il y a ce côté un peu rebelle, jeune adulte, pourquoi pas. Mais comme je dis, oui, l'intrigue est facile, donc forcément, voilà, on n'est pas sur comme l'ère Nolan, sur des dialogues un peu plus intelligents, c'est pas le cas. George Clooney, comme je l'ai dit, est dans le surjeu, mais on a quand même, par moment, donc, comme ceux autour d'Alfred, justement, est lié à Alfred aussi. L'acteur George Clooney dit je t'aime à Alfred, voilà, il dit je t'aime et Alfred lui répond aussi comme ça. J'avoue que moi, il y a toujours ce petit truc où je vais faire mon chiant, mais comme il y a une marque de respect entre eux, qu'Alfred c'est son majordome, etc., j'ai du mal à voir, même si ça fait du coup là, depuis au moins 30 ans qu'ils se connaissent, selon les mots du Bruce Wayne de George Clooney, eh bien, moi, il y a quand même une marque de respect qui fait que qui se tutoie comme ça, j'ai un peu de mal. Un côté que moi j'aime bien en tout cas aussi dans ce film, d'essayer d'ancrer ça à un univers bien distant en dehors de la patte un petit peu de Burton qu'ils ont essayé de ramener. C'est par exemple, ben, voilà, après la toute première réplique de Robin où on comprend ben, que ça va être voilà, un peu du roue libre, comedy show entre guillemets parce que je trouve que Superman 2 ou 3 est un peu plus horrible à ce niveau-là, Superman 3. Ici, ah oui, parce que Robin dit oui, moi je voudrais ma voiture, je sais pas quoi, et du coup, dans un certain ton, du coup, c'est là qu'on comprend que ça va pas être très sérieux le film, d'une certaine manière, en global. Et là, Batman répond oui, c'est pour ça que Superman est seul. Voilà, là, je fais une petite connexion, je ne m'attendais pas parce qu'il l'avait pas fait dans les précédents films, donc c'était cool. Et puis quand le personnage joué par l'acteur qui faisait notamment Lionel Luthor dans la série Smallville, ou encore qu'on a pu voir en figure paternelle une nouvelle fois là dans le film Shazam. Là, en fait, son nom, si certains ont lu du Swamp Thing notamment, ben tomberont pas. C'est un nom qui résonnera dans vos oreilles puisque ben, Wooju, c'est pas n'importe qui, c'est Jason Wooju, donc un des némésis principales de Swamp Thing. Hein, je sais même plus c'est quoi son nom d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ouais, Floralman, un truc comme ça qui devient. Donc voilà, un équivalent Swamp Thing, mais qui passe du côté obscur, en somme. Et aujourd'hui, quand on voit que Bruce Wayne investit dans un observatoire, bon là dans l'intrigue au final ça prend sens, mais c'est vrai que dans l'univers d'ici, si on met ça dans un scénario, auquel ça ferait le plus sens, ce serait ben, justement Lex Luthor. Oui, pour revenir à Freeze, voilà, punchline, il a des larbins dès le début du film, bon, après qu'il l'abandonne vite, ils auraient pu rajouter une scène du pourquoi du comment, bien qu'on peut en comprendre que bah, de le voir un peu martyrisé, bah, il se casse, mais bon, là c'est vrai que d'une scène à l'autre, on se demande pourquoi ils sont plus là. Et donc, ouais, dès le début, il est dressé bah, un peu comme la plupart des vilains dans cette ère Burton, hormis du coup dans Returns, où là ils sont vraiment tous distincts, bien marqués, De Vito, celui de Walken, ou encore la Catwoman Pfeiffer. Là, il fait penser à une sorte de Kingpin version Wish, avec en plus son cigare, ses grosses pantoufles nounours, son peignoir. Même l'intervention de Batgirl, je trouve pas ça dérangeant. Bien que oui, bah voilà, c'est une liberté. Hein, pourquoi ils n'ont pas respecté, comme dans les comics, d'en faire la fille de Gordon, va savoir, je ne sais pas. D'en avoir fait la nièce d'Alfred, peut-être parce que justement Alfred est plus marqué dans ces Batman-là que Gordon. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Je trouve une nouvelle fois, c'est dommage. Dommage comme le précédent parce qu'il y a des scènes qui fonctionnent, des scènes dramatiques.
On sent aussi au niveau de la réalisation que c'est pas too much. Oui, par moment, il y a des deux jingles, il y a encore, je crois que ça arrive un tiers du film. Voilà, il y a encore un quart, je vais dire. Donc, les deux jingles, c'est vrai que ceux principalement sur Uma Thurman, bon, on peut se demander, il y a encore le deux jingles, c'est pour appuyer la folie, donc pourquoi pas. Ça parle un peu trop aussi par moment. Pas mais là, Hailey, voilà, c'est Hailey, hein, les S sur certains mots anglais, ça se dit pas, mais ouais. Du coup, parle un peu trop quand elle revient à la vie. Moi, j'aurais cut. C'est un mal pour un bien pour eux, quoi. C'est un mal pour un bien pour eux de ne pas avoir trop pris de risque parce que comme ça, du coup, on chie pas trop sur l'univers. En tout cas, sur le Batman. Et par contre, un truc qui me fait rire, c'est que vers la fin du film, du coup, il y a Batgirl qui arrive. Et puis, ils sortent du bâtiment de Poison Ivy, là. Et ensuite, direct, la scène d'après, normalement, c'est dans la continuité hein, de l'événement. Et ils ont réussi à changer, à mettre. Enfin, ouais, le Batman s'est carrément changé parce qu'on aurait pu dire au début en voyant Robin et Batgirl qu'ils ont trouvé une bombe et qu'ils sont tagués. Bon, là, ça fait. Même ça aurait été. Ça semble stupide. Et du coup, là, ils ont tous les trois une nouvelle tenue. Ce qui est bizarre parce que du coup, les deux scènes de nuit qui s'enchaînent. Après, moi aussi, voilà, c'est une période, les années 90, quand je vois certains trucs avec les punks et tout, ben, que j'apprécie. Mais oui, oui, c'est facile, il y a des clichés, surtout en termes d'écriture, de dialogue. Mais ouais. Et puis, ben, on passe à Batman Begins, hein, changement d'ambiance, changement de direction, forcément. Batman Begins, que je revois au moins une fois par an, je crois, un truc comme ça, ou une fois tous les 2 ans. Donc là, on revient quand même du sérieux. Je vous fais la bise. Et ben, si c'est possible d'avoir votre avis, j'en serais content. Et n'oubliez pas, la pop culture dans 10, 20, 30 ans, il n'y en a plus. Donc, à consommer avec modération. Ciao, ciao.